Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée à travers notre chaîne YouTube, un peu partout dans le monde entier. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et encore une fois, bienvenue dans Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Café Débat pose ses valises dans les locaux de la NGR et chez son président, il s'agit de M. Ibrahima Abessila, le président de la NGR qui nous reçoit ici sur ce plateau. Monsieur Silla, Monsieur le président de la NGR, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans Café Débat. Merci. Après une année, finalement, vous revenez sur ce plateau. Oui, il y a eu beaucoup de changements depuis lors de ma dernière visite ici, ce Café Débat, et ça me fait plaisir d'être là en ce moment. D'accord. Alors, la Guinée, vous le constatez, depuis plus de 2 mois maintenant, nous sommes en une sorte de vitesse de croisière du côté de la mouvance présidentielle, puisqu'Alpha Condé, qui veut, coûte que coûte, vaille que vaille, partir en tant que candidat. Et hier, tout est pratiquement devenu propre et sûr. Alpha Condé ira effectivement sur la liste, en tant que tête de liste, bien sûr, le président du RPG Arc-en-Ciel. Et c'est cela le problème qui se pose aujourd'hui. Pendant que tout le monde pensait que l'homme allait organiser une élection libre, transparente et inclusive sans sa personne. Et vous l'avez constaté aujourd'hui même, le président de la République est allé déposer sa candidature. Est-ce qu'elle sera acceptée? Ça serait une surprise quand même qu'elle soit rejetée. Mais pour en débattre, nous parlerons avec Ibrahima Abessila. Avec lui, nous débattrons autour de l'actualité politique, pourquoi pas de la vie du NGR, puisque nous apprenons déjà que lui aussi, il a déposé sa candidature. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, bienvenue dans Café Débat. Merci infiniment, merci de m'accueillir ici et d'être chez moi pendant l'interview. Après la convention, c'était dans cette semaine bien sûr, on a constaté que vous avez été plébiscité. Vous êtes donc le candidat qui a été choisi par les militants de la NGR. Aujourd'hui, donc, est-ce que vous confirmez effectivement que vous avez déposé votre candidature? Oui, je l'ai déposé pour ne pas avoir le même sort que mes collègues lors des législatives passées. Je l'ai déposé pour me battre afin d'être le futur président de cette République. D'accord. Vous l'avez déposé pour ne pas... la fois dernière, je crois, vous avez assisté aussi à l'élection du 22 mars, je crois. Oui. Bon, qu'est-ce qui vous a amené à ne jamais opter pour la politique de la chaise vide? Eh bien, comme vous l'avez constaté, pendant les législatives, on avait le temps d'ouvrir la porte pour tous les autres partis d'y participer, mais malheureusement, quand ils l'ont fermé, ils l'ont plus ouvert, ils ont continué, sachant bien que ça allait éliminer une bonne partie de la République. Notamment les ténors. Pas les ténors, les ténors, bien sûr. Certains ténors, alors. Certains ténors, voilà. D'accord. Alors, Abessila, cette fois-ci, c'est certain maintenant, Alpha Condé va se présenter. Que pensez-vous de cela? Puisque aujourd'hui, je crois, vous vous êtes succédé aujourd'hui du côté de la Cour constitutionnelle. Lui-même, il est allé déposer sa candidature. C'est ce que j'ai appris quand j'étais à la Cour constitutionnelle pour le dépôt de ma candidature. Je crois, un garde d'ailleurs à la porte, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous venez déposer votre candidature, dans quelques minutes, nous aurons le président aussi qui va être là pour son dépôt. Mais la réponse à ta première question, j'avais bien conseillé, en tant que frère, en tant que président de nous tous, de cette République, de ne pas se présenter pour ce mandat, ce 3e mandat actuellement. Dans ce sens qu'il a déjà participé à 2 élections qu'il a gagnées. Pour la première fois, il a gagné, c'était en 2010, j'étais en concurrent. En 2015, je l'ai même apporté mon support pour qu'il puisse réussir son programme qu'il a entamé à son premier tour. Mais malheureusement, je n'ai jamais cru qu'il allait penser à un 3e mandat. Donc, chose faite,
si vous m'avez écouté ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de débats sur ce sujet. Je l'ai conseillé à travers les médias de ne pas le faire, pour deux raisons. Le choix était clair, c'était sortir par la grande porte comme l'a fait Mandela, ou par la petite porte comme l'a fait Mugabe. Et même s'il va aux élections, mais même s'il gagne les élections, ce seraient des élections qui ne seront jamais reconnues par la majorité des Guinéens. Ça, une chose est claire. Parce que d'un, il n'a pas droit à se présenter. La loi était claire dans la première constitution, et dans la constitution d'ailleurs qui régit ce gouvernement, hein, parce que la présente constitution ne sait même pas si c'est ça qu'on a voté le 20 du mois passé. Oui. Donc, cela nous livre, nous sommes dans un vide actuellement. Et ça nous met dans une position très embarrassante, très difficile à gérer. Et je ne sais pas comment vont se dérouler les campagnes électorales, alors qu'ils pouvaient sortir comme le héros guinéen. Tout porte à croire quand même que ça serait sous fond de tension, comme nous l'avons vécu, même si nous ne le souhaitons pas, comme nous l'avons vécu le 22 mars. Mais tout porte à croire que c'est ça. Vous, déjà, qui partez aux élections, est-ce que vous êtes rassuré que vous pouvez battre campagne dans un contexte où pratiquement même circuler partout en Guinée, c'est compliqué? Écoutez, les Guinéens ne sont pas dupes jusqu'à ce point. Tous les Guinéens savent que ce monsieur a déjà fait 2 mandats. Aucun Guinéen, autre ceux qui sont dans le gouvernement ou dans son parti, qui crient partout pour un 3e mandat ou un 1er mandat, la renaissance de la Guinée et tant d'autres mots qu'ils utilisent. Mais ils oublient une chose. L'acte qu'ils viennent de poser n'est autre qu'un coup d'État constitutionnel. Le monsieur avait terminé, il doit terminer son 2e mandat le 18 octobre. Donc, franchement, il n'a aucune raison de se présenter. Et s'il se présente, pour nous, on le prendra pour un Mugabe. Et surtout que si tu regardes son palmarès, ce qu'il a fait jusqu'à présent, ça ne répond pas du tout à l'attente des Guinéens. Voilà. De toute façon, nous parlerons tout à l'heure de son bilan. Tout de même, Alpha Condé, il va partir. Ça, il n'y a rien à faire parce que nous ne voyons pas cette Cour constitutionnelle rejeter la candidature du professeur Alpha Condé. Alors, si vous étiez à sa place, comment alliez-vous vous y prendre? Écoutez, la seule façon pour lui de gagner aujourd'hui, même avec le peu de candidats qu'il a, c'est de tricher. Aussi simple que ça. S'il ne le fait pas, il va être battu. Maintenant, si vous étiez à la place d'Alpha Condé, et puisque je sais que certainement vous allez peut-être refuser de vous présenter, vous allez plutôt arrêter tout à l'heure, à ce que je sache. Si vous étiez à sa place, comment vous alliez vous y prendre à la fin de votre 2e mandat? Ah, j'allais sortir la tête haute, regarder la population, faire mon bilan, les remercier pour la confiance qu'ils ont portée en moi, et plier bagages, aller à Kindia, faire ma plantation, de temps en temps, visiter les enfants aux États-Unis, voilà. Et devenir ancien chef d'État? Conseiller du nouveau élu, voilà. Pourtant, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que c'est Alpha Condé qui se met derrière des femmes, ou c'est des femmes qui, à leur propre initiative, décident de cotiser pour que le président soit vraiment candidat. Elles ont payé sa caution. Comment vous analysez ça? Écoutez, il ne faut pas être dupe jusqu'à ce point. On ne peut pas nous tromper quand même. S'il y a des femmes qui ont payé sa cotisation, c'est les femmes qui travaillent déjà pour Alpha Condé, ou qui sont mariées à Alpha Condé, ou qui sont directement liées à son gouvernement ou bien à son parti. C'est-à-dire ceux qui ont les intérêts. Si vous regardez les femmes guinéennes, vos larmes vont couler. Vous n'avez qu'à faire le tour des marchés. Vous n'avez qu'à voir le matin des pauvres dames qui font des kilomètres et des kilomètres pour quitter dans les villages et les seaux sur les bassins sur leur tête et des fruits qu'ils ont plantés pendant des semaines et des mois pour les amener au marché, pour les vendre. Ils sont partout. L'unique groupe de personnes qui travaillent dans ce pays, c'est les femmes.
c'est eux qui nourrissent tout le monde. Alors se cacher derrière une femme, je ne pense pas que c'est normal. Ils devaient venir dire aux Guinéens, je veux mon troisième mandat, pas les femmes. Ça, c'est les femmes qui étaient là-bas, c'était les femmes de son parti, les femmes de son gouvernement qui travaillent pour lui. Et s'ils ont de l'argent, même si tu le fuis, ce n'est pas les 1000, 2000 qu'ils l'ont donné, qu'ils pouvaient faire des 800 millions. Au terme d'un mandat ou de 2 mandats, normalement, un président de la République doit se vanter d'un mandat, plutôt d'un bilan qui lui permet de continuer à séduire, hein, quitte à la population maintenant de choisir. De quoi Alpha Condé pourra se vanter pour espérer avoir le soutien de tout le peuple de Guinée? Aujourd'hui, même s'il en avait, il ne peut pas. Dans ce sens qu'il a, violé la Constitution, parce que, je l'ai toujours dit, être chef d'État, ce n'est pas les femmes seulement qui t'élisent. Tu as les femmes, les jeunes, les hommes, c'est tous les Guinéens, tous, sans exception, qui sortent et qui votent. On ne peut pas utiliser les femmes comme par avant, et surtout mentir sous leur dos. Les femmes réelles sont au boulot pour chercher à manger pour la famille. Donc si le peuple te porte confiance et qu'il te mette là une fois, 2 fois, ça dit pendant 2 mandats, ils t'ont donné non seulement leur pays, avec toutes les richesses, pour que tu gères et que tu fasses quelque chose pour eux. Maintenant, à la fin de ces 2 mandats, tu dis le contrat n'est pas bon. Je suis plus intelligent que vous tous. Et écoutez, d'ailleurs, je n'ai pas fini mon boulot. Il n'y a qu'à nous dire quel boulot. Parce que moi, je ne vois pas de boulot qui est oui, court. D'où le slogan Walou Ara Waliragnon. Oui, écoutez, je disais ça il n'y a pas longtemps. J'étais à la télé le matin, je me réveille. Il y avait 2 bonnes dames sous probablement, il les avait donné quelques miettes, qui chantaient l'ouage, Walou Ara Waliragnon, Walimundo. Quel boulot? Dis-moi. Donc c'est la question là que les Guinéens doivent répondre. C'est-à-dire chacun, maintenant qu'il est sur le ring, il est Guinéen comme tout le monde aujourd'hui. Il n'est pas candidat comme président. Il est candidat comme citoyen guinéen. Comme moi, comme tout le monde qui viendra. Donc nous allons démontrer qu'il n'a rien fait. À lui maintenant de nous montrer ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Et le peuple guinéen sera juge. Est-ce qu'ils vont le confier encore, le pays pour encore 5 ans, 10 ans, 12 ans? C'est l'enjeu que nous avions là. Si on vous disait de faire une sorte d'aperçu sur l'ensemble de son bilan, de quel côté vous pouvez lui accorder un peu de crédit? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le monsieur. Son premier mandat, il avait fait quelques efforts. Dans ce sens qu'il avait commencé à faire le PPTE, il a pu résoudre ce problème, c'est une bonne chose. Ensuite, il avait commencé, il a pu finir qu'à l'État, même ça je lui donne crédit. Mais dans l'ensemble, après Ebola et tout ce que nous avons vécu lors de son 2e mandat, oui. Pourquoi il a émaillé son second mandat plus de 3 ans sur 5 à l'affaire de constitution et de 3e mandat? Alors qu'il vient nous dire, bon, c'est parce que je n'avais pas le temps, je vais encore un autre mandat pour une 3e fois. Et quand tu leur demandes, ils disent, non, c'est la première fois. Première fois parce que la Guinée, c'est la renaissance. Moi, je vis dans la même Guinée, je ne vois pas de différence, à part du regret économique et socio-développement de ce pays. Partout où tu passes, tu ne peux pas te reconnaître à Guinée. Prends la route d'ici, Kindia, tu vas avoir un aller-retour. Prends ta voiture de chez toi à Lambaye ou à Kipé ou autre, tu descends en ville, aller-retour, ça te prend 4 heures. Les routes sont dégueulasses et rien ne marche dans l'éducation, dans la santé. C'est pitoyable. Nos enfants qui sortent des écoles n'arrivent pas à trouver le boulot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour un 3e mandat encore? Il devait nous montrer sa sagesse. Et en plus, si tu regardes dans le domaine minier et tout le reste, plus de 2 tiers de nos richesses sont déjà vendues. Ah bon? Dans quel secteur, par exemple? Dans les mines, bauxite et autres, quand vous allez,
si vous ne me croyez pas, allez-y voir le plan cadastral de la Guinée. Alors tu te poses la question, où les habitants guinéens pourront vivre l'avenir? Où ils pourront faire leur culture? Si on comprend bien, la floraison de ces sociétés minières que nous voyons, d'où la dénomination de zone économique spéciale de Bokeh, ne profite pas aux Guinéens. C'est ce que vous voulez nous faire? Non seulement ils ne profitent pas, mais dans la gestion même, il reste à désirer. Et c'est dans ce sens que, au lieu de prendre 2, 3, 4 blocs, de développer les usines de transformation, ils vendent tout. Si vous regardez le cadastre guinéen, vous ne pouvez pas voir de zone aujourd'hui de bauxite ou d'or où tu pourras aller dire, bon, je peux mettre ma main dans ça sur l'avenir. Tout a été donné. Tout prêt. Donné ou c'est un partenariat? Si je dis donné, si tu fais un contrat à long terme avec une compagnie qui ne paye que $7 maximum qui rentre dans les caisses de l'État, alors que ce produit-là, tu pouvais le transformer sur place avec une usine, avec un petit bloc. Vous voyez ce que ça représente? Il y a quand même le secteur de l'énergie où on vante le bilan d'Alpha Condé de nous avoir donné l'électricité à travers Caleta, Soifeti, 2 grands barrages quand même qui... Écoutez, Soifeti et Caleta, j'avais fait une déclaration là-dessus la fois dernière. Ils ne devaient même pas utiliser ça comme cheval de Troie où nous sommes aujourd'hui. Ne vous trompez pas. Nous sommes aux élections présidentielles maintenant. On ne va pas lui faire de cadeau. On va dire ce qu'on peut dire pour que nous soyons le futur président de ce pays et corriger les erreurs qu'il a commises. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce domaine? Dans ce domaine, je vais vous dire une chose. Son premier projet, c'était qu'à l'État. 220, même 240 mégawatts. Il avait de l'argent, peut-être. Je ne sais pas si les fonds provenaient de Rio Tinto, les 700 millions. Mais la Guinée avait pu verser les 20% de ce projet. Oui. Donc ce projet appartenait à l'État guinéen à 100%. Il s'est précipité à faire le projet plus tôt que prévu. Un projet de ce genre, il devait le finir en 2016 ou 2017. Pour que le coût... Et ça a été achevé en début 2015. Vers fin 2015 pour les élections de 2015. Et cela a fait monter les coûts. Dans ce sens, les équipements lourds, de fois, il fallait les faire venir par avion, au lieu de les mettre dans les bateaux. Il fallait faire venir beaucoup plus de travailleurs sur le chantier. Si tu as besoin de 30 personnes pour construire, il fallait venir 100. Donc le coût et les surcharges et le changement de contrat, de modification pour que ça soit fini à temps, a coûté à l'État guinéen 2 fois le prix. Dans mes études, j'avais fait les études, tous les barrages de la Guinée. Et également, il y avait aussi un projet qui avait été fait sur la Guinée, dans le domaine énergétique, par l'USAID, qui est un financement américain. Eux aussi, je peux vous montrer ces rapports. Et tous ces gars ont chiffré, ainsi que moi, et même au temps colonial, on avait un projet établi par les Français dans ce domaine. Bien. Donc, attends, je vais bien vous expliquer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce barrage appartenait à la Guinée. Et quand ils ont précipité, ils ont payé 2 fois le coût qu'il fallait. Ok. Le projet devait être entre 250 à 500 millions, 400 millions max. Ils sont allés jusqu'à 600, 700 millions de dollars. Parce qu'il fallait précipiter. Oui, ça c'est de 2. Et pourquoi il fallait faire vite? Mais là encore, c'est pas tout ça, c'est bon. Mais on avait le barrage et tout. Par précipitation, ils ont choisi le barrage qu'il ne fallait pas. Parce que quand tu construis 2 barrages, l'un en cascade de l'autre, un en allemand, l'autre en aval, Bien. il faut avoir suffisamment de retenue devant pour pouvoir produire ensuite. Savoir par quel barrage commencer, par quelle position commencer. Exactement. Eux, ils auraient dû commencer soit petit, ils ont commencé par Caleta. Maintenant, quand ils sont allés pour soit petit, ça c'était peut-être couronner son 3e mandat. Je l'accuse maintenant parce qu'il s'est présenté. Eh bien,
Ils n'avaient pas d'argent pour verser les 20% de Soiféti. Donc il a donné Kaleta en BOT aux Chinois qui ont versé Soiféti et qui ont eu et Kaleta et Soiféti en gestion pour les 30. Moi j'avais dit la fois de les 25 ans, 20 ans. Ça va jusqu'à trentaine d'années. Donc ça veut dire qu'on a donné, les Chinois ont payé 20% pour Soiféti pour que Kaleta leur revienne. Tout à fait. Autrement dit, Kaleta appartient aux Chinois. Oui, pour au moins 30 ans, tous les deux. Et à Maria, c'est pareil, ils ont signé un contrat avec une compagnie privée chinoise, je n'ai pas tous les détails, mais c'est à peu près la même suite. Donc, maintenant, ceci dit, ça c'est les perles, ça c'est l'avenir de la Guinée que nous sommes en train d'hypothéquer. Ça c'est cette future génération sur laquelle nous devons penser. Et quand tu regardes dans le passé, Sékou Touré, il a fait presque 27 ans ici. Il n'a réalisé que l'usine de bauxite de Séréché. Mais regardez combien d'argent, c'est avec ça que tout le pays se nourrissait. On avait à peu près 25% de revenus là-dessus, au lieu de 10 ou 15 qu'on a présentement, qui représente $7. Et on avait l'usine ici, l'usine d'alumine. D'alumine ici, même au temps colonial, à Priya. Et là aussi, malheur pour nous, a été hypothéqué sur le deuxième régime. Mais ces gens, quand même, ils n'ont pas, comme on le dit en mots vulgaires, bazardé toute cette richesse de la Guinée. Hein? Et c'est dommage. Il aurait pu se retenir, ou bien ses ministres l'auraient conseillé, dire non, ça on ne touche pas, ça on doit le faire, ou bien ça on doit le faire. Et ces contrats, quand moi je serai président, nous allons revoir notre cadastre et nous allons voir qui fait quoi. Revoir le contrat, revoir qui fait quoi, ce serait une possibilité pour Abessila une fois président, selon ce qu'il vient de nous dire tout à l'heure. Nous marquons une courte pause, histoire de vous permettre de respirer. Tenez-vous bien. Le meilleur reste à venir dans la deuxième partie de Café Débat, toujours avec le président de la NDR. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité. Vous avez compris, nous décryptons l'actualité guinéenne au quotidien et c'est ce que nous faisons aujourd'hui aussi. Alpha Condé a déposé sa candidature au même moment que Abessila, Ibrahima Abessila, qui, selon lui, une fois président, va résilier beaucoup de contrats, surtout ceux qui sont mal ficelés. Alors, nous continuons ce débat toujours, pendant que la Guinée est pratiquement en vive allure. Alpha Condé est en train de partir dans une vitesse de croisière vers le 18 octobre comme candidat du RPG Arc-en-Ciel. Certains partis politiques, bien sûr, décident de ne pas partir, mais d'autres ont opté pour la politique de participation, histoire de battre Alpha Condé par les urnes. Même si, pour le moment, tout reste à croire que la CENI n'est pas crédible aux yeux de certaines personnes. C'est le cas de Ibrahima Abessila, qui, d'ailleurs, dans l'une de ses passages, quelque part, nous a fait comprendre qu'en Guinée, il y a deux CENI. Monsieur le Président, encore une fois, bienvenue. Alors, commençons par cela. Vous avez parlé la fois dernière de deux CENI en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous donner ces détails, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr. En Guinée, vous avez deux CENI. La CENI que nous connaissons tous, dont le président était notre frère Kébé qui est décédé. Aujourd'hui, c'est Cabinet. Cabinet que je n'ai pas encore connu ou rencontré. J'espère qu'un jour je le verrai. Donc, ça, c'est la CENI que nous connaissons tous. Vous avez les représentants de la société civile, des partis de l'opposition, du gouvernement et tout le reste. Maintenant, il y a une autre CENI parallèle qui est contrôlée directement par la présidence. Comment ces deux CENI fonctionnent? La deuxième CENI, la CENI vraie, qui est contrôlée, est pilotée par des mercenaires. Quand je dis mercenaires, c'est des informaticiens, des techniciens qui viennent, moi c'est ma spécialité, je ne peux pas passer à côté, qui viennent, qui te disent, Monsieur le Président, on peut te faire gagner. Ils ficellent
les fichiers, ils fichent tous les résultats, de sorte que quand les résultats viennent, s'ils comptent 2, 3 bas chez toi, chaque fois que tu as 2, ils mettent 3. C'est-à-dire à travers un logiciel Des adapté à la logiciels, situation. plusieurs techniques que tu peux faire à travers les logiciels qui sont. Et ils mappent, ils font les mappings avec les fichiers, de sorte qu'ils ficellent et ils donnent le pouvoir extrême au président qu'il peut même dire, par exemple, aux élections législatives, oh, je n'aime pas la gueule de Abessila, donnez-lui un seul député. Ou bien, oh, tu négocies, je te donne 5. Donc, comment un pays, pendant 10 ans, peut fonctionner de cette façon? Ce n'est même pas bien pour cette future génération. C'est-à-dire, c'est l'éthique. C'est là qu'il fallait s'attaquer peut-être à ça d'abord pour que les Guinéens soient sûrs de partir et voter et que leur voix soit prise en compte quand même. Parce que maintenant, voilà, c'est pourquoi je dénonce cela. C'est pour que les Guinéens savent ce qui se passe. Et s'ils sont informés, ils vont voter massivement pour moi et nous allons mettre fin à ces fraudes. Et nous allons poursuivre ces mercenaires qui sont sans AK-47, c'est-à-dire les fusils, mais qui utilisent les mêmes méthodes, qui agaillardisent le président pour se présenter au 3e tour. Parce que législative, nous avons fait un sondage. Et le sondage était clair. On dominait par 80%. L'opposition. Non, moi, MGR avait 80%. D'accord. C'est ainsi que j'ai fait mes investigations et j'ai trouvé qu'il y a une série parallèle. Donc, ces messieurs, ils sont encore là. Au moment où je te parle de... Oui, mais c'est des informaticiens, mais c'est des petits bandits en plus. Donc, c'est des mercenaires. Et si tu vois aujourd'hui les gens qui sortent à travers les quartiers se faire tuer, et que le gars, il est à Gaillardier, c'est à cause de ces imbéciles qui viennent nous fatiguer ici, dans notre pays. Donc, quand moi je serai président de ce pays, aucun d'eux ne sortira de là. Et s'ils sortent, je vais les poursuivre l'argent qu'on les a payés ici pour faire ce boulot. Je vais les... Parce que ça, c'est crime contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a eu... Voler la voix du peuple, hein? Non, pas seulement la voix du peuple. Parce que tous ceux qui sont sortis, qui se sont fait tuer pour protéger notre constitution, pour faire ça... Pendant les manifestations. C'est dû à eux. Parce que si le monsieur n'est pas à Gaillardy, il connaît bien sa force, il n'allait pas le faire. Vous comprenez un peu? Oui, donc nous allons prendre des justices pour les poursuivre partout où ils sont. Même chez eux, nous irons les chercher. Voilà. D'accord. Nous continuons ce café débat, vous avez compris, nous sommes avec Ibrahima Abessila qui est dans tous ces états, mais c'est réellement qui nous développe pourquoi il faut voter pour la NGR. Alors, Monsieur le Président, vous avez, lors d'une de vos tribunes, bien sûr, vous avez parlé de la classe moyenne. Vous ne misez pas sur les élites, vous dites que la classe moyenne est mieux placée en Guinée pour pouvoir développer le pays. Et aujourd'hui, tous les Guinéens souhaitent avoir un président qui, quand même, à travers qui les Guinéens pourront trouver leur compte. Alors, comment une classe moyenne pourrait être installée en Guinée et cette classe moyenne pourra développer le pays? Dans tous les pays du monde, si vous remarquez très bien, tous les pays où la classe moyenne n'existe pas n'arrivent pas à se développer. Prenons la Guinée. On a deux classes. Soit tu es riche ou tu es pauvre. Oui. Il n'y a pas de demi-mesure. Et même ceux qui sont riches, ils ne sont pas réellement riches parce que leur investissement ne leur permet pas d'aller très loin. Il n'y a pas d'opportunité pour eux dans ce pays pour investir. C'est pourquoi, une fois de plus, les Guinéens doivent bien réfléchir. Parce que, vous voyez, c'est ce que je disais lors de notre dernière réunion avec les gars de la NGR. Le pays est sérieusement divisé aujourd'hui. Il y a une division nette au niveau des régions, au niveau des ethnies, et au niveau même entre femmes et hommes, jeunes et tout le reste. Donc, cette division ne nous permet pas également de nous diviser. Et ça aussi, ça a été créé pendant ce régime.
sciemment par les politiciens eux-mêmes. Donc, si vous regardez très bien, les gars, ils utilisaient la politique régionale ou ethnique. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, à tous les points. D'accord. Des termes comme 3 contre 1, 2 contre 1 contre 1, ainsi de suite. Mais au fond, ce qui était derrière, c'était cette division entre les ethnies. Ils disent, et quand vous regardez très bien aujourd'hui, vous voyez des Malékés, c'est eux qui sont au pouvoir, ils disent, ah, si nous quittons, les Peuls vont venir. Ils ont peur d'eux. Ils ne les voient plus comme des frères. Les Peuls disent, les Malékés, là, il ne faut pas qu'ils restent. Parce qu'il y a eu cette division nette, on les a divisés. Les Soussous disent, ah, nous n'avons rien. Les forestiers disent, mais dis donc, tous les trois nous ont oubliés. Vous voyez, c'est ce problème que nous avions aujourd'hui. Donc on a besoin d'un leader qui peut effacer, disons, cette nuage qui couvre notre pays. Un parti politique transversal. Transversal, qui pourra éliminer cette situation dans laquelle nous sommes. Et même l'affaire de troisième mandat, là, c'est dû à ça. C'est purement ethnique. Ça, ils n'ont pas besoin qu'il y ait un Soussou, un peu, un Maraîcher, un forestier, mais ils allaient garder leur job, comme toujours. Donc, il faut que les Guinéens apprennent à être francs entre eux d'abord. Et c'est dommage que la majorité de nos parents sont au niveau très bas, et il faut les éduquer. Ouais. Il faut leur faire comprendre le problème réel de ce pays. Maintenant, il faut freiner tout leader qui utilise sa base comme ethnie, comme cheval de Troie pour aller en guerre. Et c'est la situation que nous avions aujourd'hui. Ouais. Et franchement, je ne dis pas ça légèrement. La solution à ça, c'est Abesila. Moi, je pourrais réconcilier les Guinéens. Réconcilier les Guinéens. Une Comme Guinée, le font au Mali, une Guinée actuellement. dans laquelle les coordinations sont en train de diviser pratiquement, ou d'être divisées. Oui. Ok. Donc, maintenant, en ce qui concerne la réponse à ta question, pour développer ce pays et créer cette classe moyenne, c'est très simple. Parce que la Guinée est un pays riche. Comme je l'ai dit, nous avions des mines partout. Le sol et le sous-sol. Sous-sol, sol, partout. Nous avions, combien de fois, regarde à Conakry, depuis que je suis là, chaque jour il pleut. Et si tu fais les statistiques, c'est à peu près 6 mètres d'eau qui tombent. Donc l'agriculture, si nous maîtrisons l'eau là, nous allons développer notre agriculture. Et également, si nous avions... Et l'eau, si tu vois le coût de l'eau aujourd'hui, comme je le disais la fois dernière, un litre d'eau, c'est à peu près 5 000 francs ici. Oui. Guinéen. Pendant qu'il pleut abondamment en Guinée. Pendant qu'on a 5 mètres d'eau qui tombent pendant la saison pluvieuse, qui va directement à la mer. Ça, c'est d'un. De deux, dans les mines. J'ai dit que ce gouvernement a très mal géré les mines. Et les gouvernements passés ne l'ont pas touché. Ils l'ont laissé intact pour la génération future. Ouais. Maintenant, quel est le gouvernement qui va venir pour faire avancer, faire en profiter la population guinéenne à sa richesse? Cet gouvernement, c'est la NGR, c'est Abesila. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Je vais créer cette classe moyenne. Et comment je vais le faire? On avait parlé du barrage. Si tu regardes, soit petit, ils ont fait 400 et quelques mégawatts, Caleta 200 et quelques, Amaria peut-être 150 jusqu'à 200, ainsi de suite. Maintenant, si nous prenons comme estimation 3000 mégawatts aujourd'hui, et nous divisons dans les 4 régions pour développer, les 3000 mégawatts, Oui. pour avoir 3000 mégawatts, tu as besoin, pour construire, il faut au moins 3 milliards et demi de francs, de dollars. 20% de 3 milliards et demi, ça fait à peu près 700 millions. Nous sommes 12 millions d'habitants qui vivent dans ce pays. Si pour créer cette classe moyenne, quand je dis classe moyenne, c'est-à-dire
le gars, une fois qu'il fait son investissement, peut acheter une maison, payer l'étude de ses enfants, et même être capable de créer des petites industries à travers le revenu qu'ils auront de son investissement. Okay. Si nous faisons rien que dans l'énergie, si nous disons bon, nous allons créer un marché, le gouvernement va garantir, le gouvernement guinéen, mais pour que les Guinéens fassent ça, il faut qu'ils aient confiance à leur président. Et aujourd'hui, c'est-à-dire les Guinéens deviennent une sorte d'actionnaires. D'actionnaires dans peut-être 20%. Donc tu t'attends à ton pourcentage à chaque fin d'année. Chaque année, chaque 3 mois. Qui te permettra de t'épanouir. Exactement. D'accord. Et même d'investir, d'acheter des maisons, parce que quand tu achètes les maisons, il y a beaucoup de gars qui travaillent, ça crée du boulot dans tous les secteurs. Ouais. Et quand tu as de l'argent, tu achètes beaucoup plus de produits, ta famille mange très bien, donc c'est les gars de l'agriculture qui produisent. Quand tu achètes une voiture, tu as l'essence, tu as tout le reste. Donc c'est tout le secteur économique qui devrait c'est le maçon, l'ouvrier. Tout le monde y participe. Maintenant, pour qu'on puisse faire ça, il faut un bon gestionnaire, pas un politicien. Là où nous sommes aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit à tout. Je continue à répéter ça à mes compatriotes pour qu'ils comprennent. Pour commencer, il faut d'abord dire au président, voilà, vous avez fini votre mandat, on ne veut plus de vous, on te remercie. Surtout que tu voulais un troisième mandat, ça c'est un. Et donner la chance à cette nouvelle génération pour que nous puissions mettre ça en place pour les Guinéens. Tiens-toi bien, si nous faisons ça, même le plus pauvre, si tu as investi $1000 par an, tu as $1800 chaque année. Et pendant une période. Pendant au moins 30 ans. Et si tu as 10 000, tu as 18 000, ainsi de suite. C'est comme le pourcentage qui revient aux Chinois actuellement. Si c'était les Guinéens qui réinvesti au niveau local. Au lieu d'avoir à Nice qui se promène, dire bon, on te donne $100, va manger au. Donc ça veut dire que la Guinée enrichit la Chine. La Chine, voilà. D'accord. Et c'est pas tout, c'est pas seulement des enrichis. Les Chinois, normalement, c'est pas ça leur intérêt. Hein? Nous créons l'environnement. Leur intérêt, c'est de vendre leurs équipements et créer du boulot pour leur population. C'est pourquoi ils financent et ils font les choses. Mais si tu n'es pas intelligent pour comprendre cela, et que tu le donnes en BOT aux Chinois au lieu de donner aux Guinéens, et même si un Guinéen est là, ils le combattent de tous les côtés, donc le pays ne peut pas avancer. Donc il faut identifier les jeunes et les femmes dont ils se cachaient derrière pour dire, bon, il est temps maintenant vraiment que nous fassions un boulot sérieux. Et là, ça c'est seulement dans les mines, dans l'énergie. Tu peux faire la même chose dans les mines. Écoute, c'est le peuple qui choisit son président, je l'ai dit. C'est le peuple qui te donne toute cette richesse pour gérer pour eux. Alors tu dois associer le peuple pour que ce pays avance, pour que ce pays se développe, pour que le Guinéen moyen puisse demain prendre toute sa famille, aller se promener dans toute la République guinéenne, dans tout le monde entier, et qu'il puisse dépenser et vivre librement et confortablement. Pour cela, il faudrait quand même que le Guinéen adhère au projet de société d'un président de parti politique et pour changer la donne. C'est pour cela que nous nous intéressons. C'est pourquoi c'est pas seulement ça. Là, je m'adresse surtout à ces partis qui sont fondés sur les bases ethniques. La guerre que nous voyons aujourd'hui, c'est des gars qui ont des partis sur des bases ethniques. L'heure temps viendra après. Mais pour le moment, nous voulons développer ce pays pour que la Guinée décolle. Voilà. C'est mieux. Alors, nous continuons, puisque si la population n'est pas satisfaite, souvent il y a des remous un peu par là. Nous nous accentuons un certain nombre de faits en Guinée depuis que vous êtes là. Vous avez constaté qu'à Kankan, pratiquement au rythme d'une semaine, tous les jours, toutes les semaines, il y a au moins une manifestation, toujours pour réclamer le Coran. Comment observez-vous cela? Écoutez, ça c'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire quand tu as un pays qui est mal géré. Je prends l'exemple sur notre voisin. Tu sais, eux sont plus proches du Mali. Oui. Ils sur le Tigirin Kankan, ça, ils sont en train de témoigner sur ce qui se passe au Mali.
Au Mali, comme je l'ai dit, il faut que le peuple soit uni, pas sur des bases ethniques. Qu'ils deviennent d'abord tous guinéens, comme les Maliens l'ont fait, tous maliens. Le monsieur, il avait été élu, il a fait un mandat. Les résultats étaient passables. Son deuxième mandat était émaillé de corruption et tout le reste. Donc le peuple a été incité par un clergé, l'imam. Oui, l'imam Diko. L'imam Diko. Tout de suite, ils se sont unis en unisson pour dire, écoutez, c'est nous qui t'avons choisi. C'est nous qui t'avons mis là comme président. La richesse malienne que tu es en train de jouer avec, ça nous appartient. Mais nous voyons aujourd'hui que vous n'êtes pas en train de bien gérer. Ils ont dit, de ce fait, nous voulons que tu quittes. Nous allons mettre quelqu'un d'autre. C'est ce que nous avons témoigné au Mali. Ici, tel n'est pas le cas. Parce qu'il y a des gars qui jouent sur l'ethnie. Nous ne sommes pas unis. Donc, et c'est pas facile. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de notre division. Exactement. D'accord. Donc, il faut faire comprendre à notre population, écoutez, il est temps qu'ils oublient que je suis malinqué, que je suis Peul, que je suis forestier, que je suis Soussou, qu'ils viennent tous se rallier derrière Abessila pour les 5 ans. On va voir ce que ça va donner. Pour les 5 ans, il faudrait pour cela que le président Alpha Condé vous donne cette possibilité à travers des élections libres et transparentes. C'est pour cela, d'ailleurs, vous avez dit... Non, si tout le peuple se rallie derrière moi, Alpha Condé n'a pas d'autre choix. Même s'il amène les mercenaires dans la CENI parallèle, ils ne pourront rien. Parce que s'il le fait, on va le dégager. D'accord. L'autre souci, vous avez parlé de quelqu'un que vous avez aimé, poussé ou soutenu en 2015. Aujourd'hui, pratiquement, vous avez souhaité soutenir un Mandela. S'il avait opté, je l'aurais défendu jusqu'à la fin. S'il avait opté de sortir par la grande porte. Et franchement, c'est un monsieur qui s'est battu, comme je le fais là, pour la démocratie. Et tous ceux qui l'aiment ont la tête basse aujourd'hui à cause de son acte. Et bien sûr, ils vont dire, ah non, c'est les gars qui sont autour. Moi je dirais non, c'est lui-même. Parce que ses amis lui ont parlé, et moi, il n'y a pas ce que je n'ai pas fait à travers des déclarations. Merci. Il y a autre chose, l'Union africaine, pendant ce temps, l'Union africaine ne dit pas mot, la CEDEAO, les institutions en un mot, et le plus souvent, ils attendent jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ou ils attendent le chaos pour venir jouer aux pompiers. En tant que politicien, quelqu'un qui connaît un peu la diaspora et les institutions, comment vous analysez ça? Écoutez, là où nous sommes aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un PhD ou d'être un bon analyste pour savoir la peine de l'épisode que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi moi j'ai tout fait pour qu'il n'aille pas jusque là où il veut aller là. Parce que nous y sommes. Nous y sommes. Et là, j'avais fait une déclaration il y a 2 semaines. Je l'ai dit qu'il est responsable. Toutes les responsabilités de la Guinée aujourd'hui sont dans sa main. Ce n'est pas le peuple qui l'a mis là. Non. Toutes les responsabilités sont dans sa main. Parce que c'est lui qui a changé la Constitution. C'est lui qui dit, bon, je vais aller pour une 3e fois. Et là, s'il y a des problèmes ici demain, c'est lui qui sera responsable. Okay. Personne d'autre. Monsieur le Président Abessila, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ici? Le temps ne nous a pas permis. Hein? Je crois qu'on en a dit suffisamment. Non, les Guinéens en veulent beaucoup plus. Qu'est-ce qui n'a pas été dit là? Pendant la campagne, ils verront. Oh, ça n'a même pas commencé. Aujourd'hui, c'est le dépôt des candidatures. Il faut qu'il nous montre son bilan. Voilà. C'est en ce mot que nous rendons ce plateau, le dernier numéro de la semaine, que vous aurez l'opportunité de suivre tout le week-end. Rendez-vous donc demain, le lundi certainement, au compte d'un autre numéro avec un autre invité. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.